Bonjour, c'est Laurent Nisette. Aujourd'hui, on va lire un livre très spécial ensemble. Je vais vous parler de l'essentiel d'un livre très spécial. C'est un livre de Laurent Gounelle et son titre, c'est L'homme qui voulait être heureux. Qui est Laurent Gounelle? Laurent Gounelle, c'est un écrivain. J'ai déjà par vidéo expliqué l'essentiel de certains de ses livres. C'est un écrivain qui a commencé sa vie en fait dans un métier qui n'était ni littéraire ni sur le développement personnel. Et puis un jour, il a pris le risque de changer sa vie pour être plus en accord avec ce qu'il pensait. Il a d'abord beaucoup réfléchi sur le développement personnel. Il est même devenu d'une certaine manière une sorte de maître de la spiritualité et du développement personnel. Il a écrit beaucoup de livres qui traitent toujours de ce sujet-là. Alors, à qui est destiné un livre de Laurent Gounelle et en particulier L'homme qui voulait être heureux? Eh bien, L'homme qui voulait être heureux et les autres livres de Laurent Gounelle que j'ai lus pour l'instant, ce sont des livres qui sont des romans. Donc ce sont des livres qui sont très faciles à lire, ce sont des divertissements. Et pourtant, ce sont des divertissements très particuliers. Ben oui, pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans ces divertissements, Laurent Gounelle aborde un thème, à chaque fois un thème particulier et intéressant. Dans le livre L'homme qui voulait être heureux, on va aborder un thème très particulier. Ce thème, c'est en fait la perception des autres par rapport à la perception qu'on a de soi. J'ai sorti plusieurs points pertinents, donc l'essentiel du livre de Laurent Gounelle, L'homme qui voulait être heureux, et je vous les cite maintenant. Alors, le premier point qui m'a frappé, c'est l'histoire de comment fonctionne la perception de soi-même et de comment elle influence la vie, enfin sa vie et l'environnement dans lequel on vit. Laurent Gounelle nous invite sur une réflexion simple, je vous la cite en exemple. Imaginons que je sois quelqu'un d'anxieux et que je sois plutôt en train de me méfier de tout. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand je serai dans une situation particulière, mon cerveau va filtrer ce que je reçois comme information et je vais voir en fait ce qui va nourrir mon angoisse. Donc je vais voir, est-ce qu'il y a bien une sortie de secours? Est-ce que ça c'est pas dangereux? Ah oui, ça c'est dangereux. Est-ce que l'ascenseur ceci? Est-ce que les gens me veulent du bien? Et je vais commencer à nourrir mes croyances. On va appeler, Laurent Gounelle dit des croyances, on va dire des croyances. Donc je vais nourrir mes croyances anxieuses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc je vais voir ce qui me permet d'être anxieux. Si je vais plus loin, ça va adapter mon comportement. Bah oui, parce que si je vois quelque chose qui peut être un danger plus loin, bah qu'est-ce que je fais? Bah oui, je m'en méfie, c'est logique. Et donc je vais avoir une attitude de méfiance. Si par exemple, je parle à quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance, parce que justement, en étant anxieux, j'ai repéré que dans son visage, ces petits sourires, ces petits rictus, m'invitaient à me méfier de lui. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais avoir une attitude de méfiance. La personne en face de moi va le repérer. Elle va se dire, c'est quoi ce type fermé là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, comment est-ce qu'elle va réagir à votre avis? Eh bien, elle va nourrir votre méfiance. Parce qu'au lieu d'être sympa et dynamique, elle aura tendance à rentrer dans le même jeu que vous et à faire preuve d'une certaine méfiance. Ce qui fait qu'en fait, ma méfiance de base, donc cette espèce de conditionnement que je me suis imposé, mes croyances, elles vont provoquer en moi une attitude. D'abord, elles vont provoquer en moi une perception, puis une attitude, et puis une action chez les autres qui vont en fait valider ma croyance. Bah oui, je reprends un exemple concret. En fait, je prends le même exemple concret. Je rencontre quelqu'un, je parle à ce monsieur. Et en fait, je suis particulièrement heureux, et donc je vais analyser dans ces rictus de visage qu'en fait la personne est bien, qu'elle me veut du bien. Ce sont les mêmes expressions que dans l'exemple précédent. Mais comme moi je suis positif, eh bien je vais surtout voir, je vais déceler ce qu'il y a de positif dans le visage de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, en fait, je vais me dire, cette personne est tout à fait rassurante, elle est plutôt agréable. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui sourire, je serai content de la voir. Et qu'est-ce qu'elle va faire quand elle me verra sourire? Eh bien, elle va sourire à son tour. Et cette personne, probablement, en tout cas, elle sera encouragée à sourire à son tour. Et finalement, j'aurai encouragé mes croyances. En étant positif, j'aurai encouragé l'autre à être positif. C'est un premier essentiel que j'ai trouvé dans ce livre, mais moi je trouve que c'est un essentiel qui est vraiment pertinent, parce qu'on n'est pas dans la loi de l'attraction, mais quand même, ça nous encourage en tout cas à être l'exemple de ce qu'on veut que les autres nous... Ça nous encourage à nous montrer comment on veut que les autres nous voient, mais surtout à penser les choses positives si on veut surtout voir les choses positives. Je ferai une petite parenthèse, mais vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils veulent de l'argent. Eh bien, s'ils se la voient eux-mêmes et qui font attention à ça, ils vont commencer à avoir dans leur vie toutes les opportunités de gagner des sous. À l'inverse, si par exemple vous voulez acheter une voiture, j'ai eu le coup. Quand j'allais recevoir ma voiture, enfin on s'en fiche, c'est une X1 noire, enfin, eh bien je ne voyais plus que des X1 dans la rue. Je ne voyais plus que ma voiture dans la rue, c'était un truc de fou, alors qu'avant, quand je ne savais pas que j'allais avoir cette voiture, je ne voyais jamais ma voiture dans la rue. Et dès que je savais que j'allais la voir, tous les modèles qui ressemblaient à la mienne, je les voyais tout de suite. Donc, vous voyez, le cerveau filtre les informations qu'il reçoit en fonction de nos croyances. Je ne vais pas en rester là. J'ai noté sur ma feuille plusieurs petits points. Alors 3 c'est peut-être long, mais j'ai envie d'inciter un autre. Vous avez déjà remarqué, vous les femmes, je vais parler aux femmes là, vous avez déjà remarqué que quand vous partez avec votre copain quelque part,
Eh bien, votre copain ne veut jamais poser de questions à un vendeur ou à un spécialiste ou à un guide. En fait, il veut toujours assumer tout lui-même. C'est lui qui connaît le chemin. Alors même quand le chemin a l'air bien perdu, hein, quand vous pensez que vous savez plus du tout où vous êtes et que lui probablement non plus, il va assurer mordicus que non, lui il sait qu'il faut aller tout droit. Et en tout cas, s'il croise des gens dans le sens inverse, il ne va pas vouloir aller leur poser des questions. Il faudra beaucoup avant qu'un homme aille poser des questions. Un peu comme si un homme qui posait une question, ça entachait sa virilité. Qu'est-ce qui se passe dans ce schéma-là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Eh bien, ce qui est intéressant de voir, à votre avis, et je confirme, c'est qu'en fait, l'homme, il agit comme ça parce qu'il veut être un homme fiable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le contre-exemple de ce que j'ai dit juste avant. Dans l'exemple que j'ai cité avant, si vous étiez heureux et que vous vouliez voir les bonnes choses, vous les voyez et vous les viviez. Mais en fait, il y a l'inverse. Si par exemple j'ai une fausse confiance en moi, si j'ai un excès de confiance en moi qui est, comment est-ce qu'on dit, qui est superficiel, non pas superficiel, qu'on fabrique soi-même. Donc si j'ai une fausse confiance en moi, eh bien cette confiance en moi va me trahir. Parce qu'en fait, elle va me pousser à montrer avec excès que j'ai confiance en moi, et quand je suis dans l'erreur, ne le reconnaissant pas assez vite, les gens vont voir encore plus fort mon erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? C'est très important. Ça veut dire que si je triche, on risque de voir l'inverse. Vous avez déjà entendu le proverbe des gens qui disaient « Oh, le savoir, plus t'en étales, moins tu en as. » Pareil avec l'argent, hein, plus t'en étales, moins t'en as. Et oui, quand vous trichez, ça se voit et vous obtenez l'inverse de ce que vous vouliez. Donc si vous avez une attitude saine et naturelle avec quelqu'un, vous allez lui permettre de renvoyer un comportement sain et agréable envers vous. Mais si par contre vous trichez, ça risque de se voir. Donc je trouve que ce deuxième point était en parfait accord avec le premier. Je vous donne un petit tuyau sur la séduction. Vous savez qu'en séduction, la règle d'or, c'est de passer un bon moment. C'est de permettre à l'autre de passer un bon moment. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'autre passe un bon moment? Eh bien, on lui fait parler de choses qu'elle aime. Si vous allez à un rendez-vous, votre premier rendez-vous galant, votre premier rendez-vous amoureux avec quelqu'un, et que vous lui faites parler de ce qu'elle n'aime pas, de politique, de guerre, de meurtre, de sa dernière relation qui a mal tourné, mais vous êtes foutu. La femme ou l'homme va vous s'assimiler à quelque chose d'hyper négatif. Si au contraire vous arrivez chez elle et que vous lui parlez de choses agréables, eh bien elle va vous assimiler à ça et elle va vous apprécier. Il y a une troisième phrase que j'ai notée, c'est il disait sans réaliser que c'était un reproche. Pour lui, c'était un fait, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je l'ai peut-être mal lu, c'était sorti de son contexte, mais parfois les gens font des reproches. Ils se rendent pas compte, ils expriment des faits. Pourquoi tu fais ça? Tu aurais dû prendre moins d'eau pour remplir la bouilloire, elle va s'évaporer, ça n'a pas de sens, tu gaspilles. Mais on va pas manger autant, tu auras des restes, mets moins dans la casserole, on gaspille. Mais tu n'aurais pas dû faire ça, on aurait dû faire ça, ça, ça. Toutes ces petites phrases sont des reproches. La personne qui les émet peut imaginer que ce sont des faits qui vont contribuer à un avenir meilleur. En réalité, ce sont des reproches. Pourquoi faisons-nous ces reproches? Par facilité? En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ces reproches sont agressants et vont empêcher l'autre d'aller dans votre sens. Si je vais vers quelqu'un en disant « tu aurais dû faire ça », peut-être qu'elle va m'obéir, mais au fond d'elle, son premier réflexe, ça va être de se dire « mais pour qui il se prend? Pourquoi? J'essaie de lui faire plaisir et lui, il vient m'agresser comme ça. » Donc j'en profite sur cette gentille phrase pour dire « faites attention à ce que vous dites, parce qu'ils sont le reflet de qui vous êtes et de ce que vous voulez. » Si vous parlez avec quelqu'un et que vous lui faites des reproches, cette personne va ressentir que vous êtes quelqu'un qui l'a jugé, que vous n'êtes pas dans une relation d'égal à égal, que vous n'êtes pas dans une relation d'amour, mais dans une relation de maître à esclave, de patron à employé ou de juge. Vous n'êtes pas dans la relation que vous devez être avec lui. Si vous êtes avec votre compagnon, un ami, un petit frère, un enfant, c'est peut-être différent, mais il y a beaucoup de relations qui nécessitent une sorte d'égal à égal où le reproche sera mal vu. Je m'arrête là pour ce livre. N'oubliez pas que lire, ça ne suffit pas à se développer personnellement. Les livres, c'est un super moyen de s'enrichir, mais ça ne suffit pas. Après, il faut passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui disent que le problème avec le développement personnel, le problème avec le bonheur, c'est pas qu'on ne sache pas quoi faire. Tout le monde sait quoi faire. Tout le monde sait quoi faire. Le problème, c'est qu'on ne les fait pas. Donc, je vous invite à les faire. À très bientôt. Ciao.